Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur la chaîne au cœur de l'Afrique. À la une ce soir, la nation burkinabé pleure la disparition d'un baobab. Le colonel Mamadou Djerma, l'ex-grand chancelier des ordres burkinabé, a tiré sa révérence hier. À l'âge de 84 ans, sa famille, ses proches et ses collaborateurs témoignent du grand homme qu'il a été au cours de cette édition. Né pour briller, c'est le thème choisi cette année au Burkina pour commémorer la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'occasion pour ces acteurs de s'entretenir sur la problématique du cancer de la peau. Des détails dans ce journal. Enfin, le gouvernement nigérien remet en cause les accusations d'Amnesty International qui accuse son armée d'exactions contre des civils à l'intérieur de ses frontières et au Mali. On en sait plus en cours d'édition. Voilà pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Au lendemain du décès du colonel Mamadou Djerma, ancien grand chancelier des ordres burkinabés, parents, amis et collaborateurs se souviennent de l'homme. Humilité, courage et travail sont les qualificatifs qu'ils retiennent de l'illustre disparu. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé Abdoulaye Ouattara. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre dans la ville de Sia ce vendredi matin. Le colonel à la retraite, grand chancelier des ordres burkinabés, de 1996 à 2015, Mamadou Djerma vient de tirer sa révérence. Dans la famille, c'est un père, un protecteur qui s'en est allé. Le vieux Djerma était un grand homme. Il était un grand homme. C'est mon papa, c'est mon ami. C'est lui qui a tout fait pour nous. Ouais. Il a tout fait. Je lui dois tout. En dehors de sa famille, l'homme était aussi reconnu pour son hospitalité. Pour ses nombreux fils adoptifs, il y a beaucoup de choses qui caractérisent celui-là qu'il considère comme leur père. La première chose qui caractérise ce grand homme qui aujourd'hui n'est plus est d'abord et surtout son humilité. Et au nom de la même humilité, je suis très mal placé pour parler de lui. Mal placé parce que c'est mon père. Qu'il soit noté que depuis l'âge de 11 ans, je vis avec lui. Donc il y a peu que je ne sache pas de lui. Et ses qualités, à mon avis, gagneraient à être révélées, mieux révélées du moins dans les bouches de quelqu'un d'autre que moi. Mais je retiens seulement qu'il laisse un grand vide. Un grand vide dans la famille Djerma. Un grand vide au sein de la communauté Samo du Burkina, pour laquelle il aura été toutes ces années-là un patriarche respecté et qui a joué son rôle jusqu'au bout. Eh bien, son départ également laisse un grand vide pour Touéni, qui est le village de son père. Touéni qu'il a aimé de toutes ses forces, qu'il a appuyé de toutes ses forces. Qu'il soit noté au passage que j'ai été maire de la commune de Touéni et que j'ai bénéficié de toute son assistance, de tout son appui. Et je suis convaincu que Touéni, sa commune qui est aujourd'hui meurtrie, saura lui rester reconnaissant pour l'éternité. Des artistes comme Adama Dramé ont aussi bénéficié de la générosité de cet homme. Il a d'ailleurs chanté colonel en reconnaissance aux actes de bienveillance à son endroit. Le colonel Djerma a marqué son époque. Il a marqué l'esprit des Burkinabés, il a marqué l'esprit de la sous-région, il a marqué l'esprit du monde entier. Et je pense que c'est une grande perte pour le Burkina. Et c'est aussi une grande perte pour la province de la Kossi. Parce que bon, on est tous appelés un jour à partir. Mais avant de partir, il faut marquer son époque. Et il a fait vraiment ce qu'il fallait avant de partir. Moi particulièrement, bon, c'est mon père. Et il m'a toujours soutenu dans ma carrière. Connu pour son humilité, c'est ici que le colonel Mamadou Djerma et ses amis se retrouvaient tous les jours. Des plus jeunes, le directeur de publication du quotidien bobolais, l'Express du Faso. J'ai eu l'occasion, vraiment la chance, il faut le dire ainsi, parce que il y a un club que je fréquente. Et je suis le plus jeune d'ailleurs du club au Transfo. Et malheureusement, le Transfo est fermé aussi.
et où effectivement tous les jours pratiquement le chancelier, le colonel Mamadou Guerma, était toujours là vers 14h, 13h, 12h30, 13h jusqu'à 14h. Et nous échangeons énormément. Et quand il rentrait, tout le monde se mettait debout pour dire ah, mon colonel, mes respects, ainsi de suite. Alors, ce que je retiens de lui, franchement, il faut le dire, c'est un monsieur très avisé, un monsieur qui connaît l'histoire de Burkina, un monsieur très humble, qui, vous voyez, à mon âge, c'est pratiquement, je suis son fils, mais qui prenait du plaisir vraiment à échanger avec moi, ou c'est moi plutôt qui prenais du plaisir, beaucoup de plaisir à échanger avec lui, et il m'expliquait beaucoup de choses parce que je l'avais abonné gratuitement à l'Express du Faso et il recevait le journal tous les jours. Et quand il lisait, il venait, il me dit, jusqu'au détail près, hein, il venait, il me dit, ah, ici il y a quelque chose qui manque, ici il y a quelque chose qui manque. Même les jeux, quand il y a un jeu qui n'était pas ou qui était répété, il venait me dire, ah, ce jeu-là vous l'avez répété parce que je l'ai corrigé ou je l'ai joué il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 1 mois. Alors c'est pour vous dire que franchement je retiens de lui un monsieur très engagé et qui aime beaucoup Bobo. Vous savez que depuis sa retraite, je ne sais plus depuis combien d'années, il est toujours à Bobo et il est à toutes les cérémonies qui se déroulent à Bobo, que ce soit sur le plan social, sur le plan administratif et même parfois à des endroits où il ne faut pas l'imaginer, mais le grand chancelier était toujours là. Les autorités de la ville de Bobo-Dioulasso sont présentes pour témoigner leur reconnaissance à un homme qui a marqué l'histoire du Burkina. C'est un bien qui du Burkina, un grand homme qui s'est vraiment donné pour la nation. Que ce soit dans le domaine du sport et également quand il était grand chancelier des ordres nationaux. Donc c'est pour vous dire que le Burkina vient de perdre vraiment une bibliothèque. Une perte énorme pour le Burkina, mais aussi pour la région de la boucle du Mohone. Je suis chez mon père, puisque c'était mon oncle. Mais au-delà du père qu'il a été, du patriarche qu'il a été pour tout le Burkina et notamment la région de la boucle du Mohone, nous perdons un baobab encore. Il n'en restait pas beaucoup, mais l'un des derniers est en train de partir. Il a donné sa vie depuis sa tendre enfance. Ils ont eu à faire des guerres pour sauver le Burkina et le monde entier. Il a mené tous les actes et tous les engagements possibles pour renforcer l'amour du Burkina Faso. Vous savez, le dernier poste qu'il a occupé était le poste qui devrait promouvoir dans le cœur des Burkinabés le sentiment d'appartenance, le sentiment et la fierté de se sentir burkinabé. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner et je pense que nous devons puiser de leur héritage, de l'exemple qu'ils ont laissé pour que nous ne perdons pas toutes ces valeurs qui ont été vraiment transmises à nous. Aujourd'hui, ce grand homme, d'une grande sagesse et d'une grande humilité, est parti. Cette humilité qui manque à beaucoup de dirigeants que nous sommes. Mais lui, il a eu, et ses aînés également. Nous espérons que cette humilité, cette sagesse va vraiment nous guider à nous sortir de toutes les limites, de toutes les barrières, de tous les défis que nous avons à relever aujourd'hui. Je viens m'incliner devant sa mémoire et j'espère vraiment être digne de ces aînés que j'ai eus comme père et qui m'ont toujours guidé dans la vie. Voilà, vous l'aurez compris, l'inhumation du colonel Mamadou Guerma est prévue pour le vendredi 19 juin 2020 à Bobo-Dioulasso. Une cérémonie d'hommage à l'illustre disparu est prévue à la même date. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. La communauté mondiale célèbre aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Né pour briller, c'est le thème choisi cette année pour mettre en avant les réalisations et succès des personnes atteintes d'albinisme. À cette occasion, l'Association des femmes albinos du Burkina Faso a initié plusieurs activités au nombre desquelles une communication sur le cancer de la peau. Le compte rendu avec Ahmed Nanema et Achille Ouedraogo. Maintenant, je dis non au regard moqueur, non aux préjugés et non à la discrimination raciale. Je me tourne vers vous pour vous dire que le handicap n'existe que dans le regard de l'autre. Des prestations musicales pour clamer haut et fort la fierté d'être albinos
afin de dénoncer les préjugés et la stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes d'albinisme. Cela pour rappeler au monde entier qu'ils sont des hommes à part entière, comme les autres, en cette journée qui leur est spécialement dédiée. Nous, au Burkina Faso, nous la célébrons sous le thème « Résilience des personnes atteintes d'albinisme » dans un contexte de récurrence du cancer de la peau. Comment intensifier la mobilisation communautaire. Et nous sommes dans un pays fortement ensoleillé. Alors, compte tenu de ça, on a vraiment eu besoin de ce thème, non seulement pour sensibiliser les personnes atteintes d'albinisme elles-mêmes, et aussi informer et sensibiliser la population aussi par rapport à ce qui concerne les personnes albinos et à l'exposition au soleil, qui est la cause des cancers des peaux. La semaine de l'albinos au Burkina est patronnée par la ministre en charge de la femme et de la solidarité nationale qui les invite à sortir de leur zone de confort. Dire que quand on parle de personnes handicapées, le plus souvent on voit le handicap visuel, on voit le handicap moteur, on voit le handicap auditif et tout, mais on oublie cette cible qui, elle aussi, à cause de la stigmatisation, se cache. Donc il était bon que nous venions aujourd'hui leur dire, il ne faut plus vous cacher, il faut affronter le monde comme tout le monde et surtout travailler à connaître son handicap pour relever le défi. Selon les données de l'ONU, l'albinisme est une maladie congénitale caractérisée par l'absence de pigmentation sur les cheveux, la peau et les yeux. Il est répandu en Amérique du Nord et en Europe avec une proportion d'une personne sur 20 000 environ. Cette maladie est beaucoup plus répandue en Afrique subsaharienne avec une estimation d'une personne sur 1000. Les travailleurs de la santé ont déclaré que bien qu'il n'y ait pas de remède à l'albinisme, l'utilisation de lunettes de soleil et de vêtements de protection solaire peut empêcher de développer un cancer de la peau. Des accessoires auxquels, malheureusement, des personnes atteintes d'albinisme n'ont pas accès dans de nombreux pays en raison de la discrimination. Maïmouna Déné œuvre depuis 2008 pour la cause des albinos en général, des femmes et des enfants en particulier, à travers son association LAFAB, l'association des femmes albinos du Burkina. Elle vole au secours des siens pour leur offrir un tant soit peu le bien-être auquel tout être humain aspire. Son portrait avec Ahmed Nanema et Achidou Edraogo. Dès son bas âge, Maïmouna Déné est confrontée aux dures réalités des personnes atteintes d'albinisme. Du quartier à l'école, elle subit sans cesse les préjugés des uns et des autres. Je suis une personne née avec l'albinisme et pour cela j'ai eu pas mal de difficultés à mon enfance, dans l'entourage, après à l'école, avec les camarades souvent et avec les enseignants qui ne comprennent pas que les personnes albinos sont malvoyantes. Les parents aussi qui ne savent pas que les personnes albinos sont malvoyantes. Alors les personnes albinos ne supportent pas le soleil. Ça aussi c'est quelque chose que les informations que beaucoup de gens n'ont pas. Toute chose qui la pousse à la réflexion sur les moyens de mettre fin à cette stigmatisation des albinos et la conduit à la création d'une association. Alors donc tous ces éléments et surtout en tant que femme m'ont amené à vouloir, avec certaines sœurs, ensemble réfléchir à comment on peut nous unir pour pouvoir défendre la cause des personnes albinos. Son association met l'accent sur les femmes à cause des abus dont elles sont souvent victimes. Pourquoi on a mis l'accent sur la femme? Alors d'abord pour deux raisons. La première raison c'est que les difficultés de la plupart des personnes albinos commencent dès l'enfance. Et dans beaucoup de cas, c'est les mamans d'enfants albinos qui le subissent plus. Parce que c'est elle qui a porté l'enfant au ventre, c'est elle qui a accouché de l'enfant tout blanc. Alors dans notre pays, il y a des gens qui pensent que l'enfant est né albinos parce que la maman a trompé le papa. D'autres pensent que c'est parce que la femme porte une malédiction. Et toutes ces raisons ont fait que beaucoup de mères d'enfants albinos ont souffert et souffrent. Vu la particularité de leur handicap, Maïmouna Déné soumet une doléance au gouvernement afin que les albinos obtiennent une prise en charge particulière. Demander à l'État burkinabé de prendre en compte les personnes albinos dans leur spécificité.
Alors si je dis ça, c'est parce qu'au Burkina, ici, les personnes albinos sont prises en compte dans le grand groupe des personnes handicapées, voilà, avec qui nous saluons vraiment parce que nous sommes nos frères et sœurs. Mais il se trouve que dans les mesures souvent prises, on oublie les albinos, voilà, qui rencontrent aussi des difficultés qui sont un peu différentes des autres types d'handicap. Donc ce que nous demandons, c'est vraiment à l'État de se pencher sur la question des personnes albinos qui souvent rencontrent beaucoup de difficultés, surtout sur le plan sanitaire. Né le 3 juillet 1977, mariée et mère de 3 filles et d'1 garçon, Maïmouna Déné effectue son primaire à Ouagadougou. La courbe de l'épidémie de la Covid-19 au Burkina Faso connaît une nette régression. C'est du moins le constat fait par le Centre d'opération et de réponse aux urgences sanitaires au cours de son traditionnel point de presse. À ce jour, seulement 40 cas actifs sont enregistrés dans la région du centre. On écoute son premier responsable, le docteur Brice Bikaba, à cet effet. Le nombre de cas confirmés à ce jour est de 0. Nous avons 0 cas enregistrés. Et le nombre de guérisons, nous avons 8 guérisons, ce qui porte donc à 799 le total des guérisons. Nous n'avons pas noté donc des décès, et le total des décès est de 53. Et le nombre de cas actifs actuellement, c'est-à-dire le nombre de cas qui sont suivis, est de 40. Le nombre de cas confirmés depuis donc la date donc, du 9 mars est de 892, répartis entre 323 femmes et 569 hommes. Actuellement, c'est la région du centre qui est la seule région active. Donc tous les autres foyers se sont donc éteints. Parce qu'à Bobo, nous avions depuis la semaine passée des cas, mais les derniers cas ont négativé depuis le jeudi passé. Donc c'est la région du centre seulement où nous avons donc les cas actifs. Donc nous avons les 40 cas actifs donc, au niveau de la région du centre. La controverse sur le rôle de la France pendant le génocide rwandais de 1994 connaît un rebond. La justice française a autorisé ce vendredi le chercheur et historien François Graner à consulter les archives du défunt président François Mitterrand en poste au moment de la crise. Cette décision clôt 5 années de procédure et constitue une très bonne nouvelle, s'est félicité le chercheur, auteur de plusieurs livres sur la France au Rwanda. Le Conseil d'État français estime que François Graner avait un intérêt légitime à consulter ses archives pour nourrir ses recherches historiques et éclairer ainsi le débat sur une question d'intérêt public. Les archives concernées comprennent notamment des notes rédigées par les conseillers du président et des comptes rendus de réunions du gouvernement. Elles sont couvertes par un protocole qui ne prévoit leur ouverture générale au public que 60 ans après sa signature en 2055. Une procédure remise en cause par le Conseil d'État français qui estime que la protection des secrets de l'État doit être mise en balance avec l'intérêt d'informer le public sur ces événements historiques. Le gouvernement nigérien conteste le rapport d'Amnesty International qui accuse les forces armées nigériennes d'avoir commis des exactions au cours de leur opération antiterroriste dans plusieurs localités du Mali. Dans un document publié mercredi dernier, le ministre nigérien des Affaires étrangères détaille la conclusion de ces enquêtes sur ces supposées exécutions extrajudiciaires qui auraient eu lieu au Mali, dans la région de Difa et d'Inates. Les autorités nigériennes assurent dans ce rapport que les allégations de violation des droits de l'homme par les forces armées nigériennes n'ont aucun fondement et rejettent ces accusations en bloc. Au vu de ces accusations, les autorités nigériennes ont donc diligenté une enquête confiée à l'inspection générale des armées de la gendarmerie. La Commission nationale des droits de l'homme du Niger s'est par ailleurs rendue dans ces zones et doit elle aussi rendre prochainement un rapport sur ces accusations d'exaction. À l'occasion de la commémoration de la journée de l'enfant africain, le ministère en charge de l'action sociale et de la famille a mené ce vendredi une réflexion sur la problématique de la justice pour mineurs et les mesures alternatives à l'emprisonnement de ces enfants en conflit avec la loi. La synthèse avec Ahmed Nanema et Bachirou Sawadogo. Dans cette salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, discutent de la justice pour mineurs et des mesures alternatives à l'emprisonnement les acteurs de la protection de l'enfant. Il s'agit ici de renforcer les capacités des participants à mieux s'approprier les rudiments de la justice pour mineurs afin de pouvoir les aider à se réinsérer dans la société. C'est dans le cadre donc de la journée de l'enfant africain que voilà, ce thème-là est abordé en prélude donc à cette journée-là. Et cette journée-là a placé donc le thème sur comment assurer
comment assurer l'accès des enfants à une justice adaptée dans un contexte de crise sécuritaire. Donc ça va nous permettre non seulement de parler de la justice pour mineurs de façon générale, mais aussi de voir dans ce contexte de crise sécuritaire-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement les droits qui sont reconnus aux enfants dans le système de justice pénale puissent être effectivement pris en compte. Les participants travaillent à élaborer une stratégie pour enraciner la justice pour mineurs au Burkina Faso. Nous sommes tous donc invités pour réfléchir ensemble et voir la stratégie à mettre en place pour pouvoir aider concrètement la justice pour mineurs de prendre fortement ses racines au Burkina ici. Au Burkina Faso, des enfants sont fréquemment mis en détention ou en contact avec la justice pour de multiples raisons. Selon l'annuaire statistique de la justice de 2018, 349 mineurs ont été mis en contact avec la justice. Les examens de fin d'année s'annoncent à grands pas. Quelques jours après la reprise des cours, élèves et enseignants s'activent pour finir le programme pédagogique cours et révision s'entremêlent. Le contexte sanitaire l'oblige. Zoom sur ces préparatifs que je vous propose de suivre dans cet élément. Jour des examens de fin d'année, Emmanuel Thiombiano, professeur en sciences physiques, s'active pour terminer son programme pédagogique. Au tableau, un cours sur les notions d'oxydoréduction qu'il explique à ses élèves, visiblement attentifs. Les 2 mois de confinement n'ont pas été sans conséquence sur leur niveau, mais qu'à cela ne tienne, élèves et professeurs se disent confiants quant aux résultats escomptés. On a senti qu'il y a eu un petit relâchement, voilà, mais bon, on est toujours en train de conscientiser donc les élèves et on essaie de remettre donc nos éléments au niveau avant de continuer. Donc nous avons d'abord procédé par un petit rappel, voilà, avant donc d'entamer la suite du programme. Bon, rester à la maison pendant des mois, c'est pas facile, mais on bossait à la maison et puis on suivait le cours en ligne, puisque l'État a fait sortir des cours en ligne, donc on suivait et puis on traitait des exercices à la maison. On pense que ça va aller. Même ferveur sur ce terrain de sport. Ici, l'heure est aux dernières révisions avant le début des épreuves sportives prévues pour la semaine prochaine. Gymnastique, saut et lancer de poids, les dernières consignes sont données aux élèves pour leur permettre d'engranger de meilleures performances. On a commencé le 1er juin, donc on avait tout au plus 2 semaines. Donc il faut savoir que 2 semaines pour des classes d'examen qui ont fait pratiquement 2 mois à la maison. C'était pas évident parce que les enfants sont allés avec le confinement, les efforts physiques n'y étaient pas. Il fallait revenir là-dessus sur le foncier. Bon, on a essayé de s'adapter comme on pouvait et on est allé directement à l'essentiel, c'est-à-dire les épreuves qui sont représentées à l'examen, la vitesse, l'endurance, les sauts, les lancers et la gymnastique. Donc on est allé directement, on peut dire que ça va. Parce qu'il a fallu 2 à 3 séances et on voit que les élèves sont en train de revenir à leur meilleur niveau. Ils avaient certes oublié, mais on a essayé avec un travail. Bon, on s'est dit que ça va aller. Bon, c'est un peu compliqué en tout cas, mais nous essayons au maximum de nous adapter et nous essayons aussi au maximum de fournir quelque chose pour pouvoir réussir. Parce que c'est quelque chose qu'il faut le faire. En tout cas. Oui, au maximum. En tout cas, ça n'a pas été facile, mais on fait de notre mieux pour s'en sortir. Puisque les épreuves et l'examen c'est prévu pour le 16. On fait de notre mieux pour pouvoir s'en sortir le jour. On est resté à la maison, c'est pas tout le monde qui faisait des mouvements sportifs, donc nos muscles se sont reposés, donc c'est un peu difficile, quoi. Dans cet autre établissement de la ville de Ouagadougou, on fait la queue pour avoir son numéro de candidat pour les épreuves du BEPC. Là encore, les affres de la maladie à coronavirus ont impacté négativement le processus pédagogique. Un défi qu'entend relever élèves et enseignants. Comme vous pouvez le constater au tableau, nous sommes en train de faire des révisions par chapitre. Et comment ça se passe? Quand nous avons commencé, on a demandé aux élèves simplement de dire les différentes difficultés qu'ils ont dans les différentes leçons. Puis je suppose qu'ils ont eu le temps de réviser et de noter quelques difficultés. Et c'est ainsi que nous avons pu relever certaines difficultés et auxquelles nous sommes en train de trouver des solutions. Pour le moment, on est en train de faire des révisions. Voilà. Bon, disons que c'est un peu compliqué avec les leçons qu'on n'a pas encore finies. Voilà. Et on espère quand même finir ça avant la date de l'examen. Bon, pour les examens, ça se passe tout doucement.
on fait de nos mieux. En classe, les professeurs font de leur mieux. Nous aussi, on essaie de chercher les explications partout et on s'aide comme on peut. Qu'en est-il du niveau des élèves? Quand ils sont venus, on a senti qu'il y avait vraiment une perte de niveau. Et les professeurs avaient donc des problèmes au départ. C'est ce qui nous a donc motivé donc à augmenter quelques heures de cours pour permettre de rehausser donc le niveau. Sinon, il faut reconnaître qu'au départ, ce n'était pas facile. Le niveau est resté quand même tel pour bien des candidats ici, d'élèves, ce que j'ai pu remarquer. Pour d'autres aussi, c'est à la baisse et ça se comprend. Et nous sommes en train de faire de notre mieux pour que ça marche. Nos élèves, en tout cas, sont prêts. Ils sont organisés par groupe. Les heures de pause sont exploitées. Vous avez dû remarquer des petits tableaux là, dans la cour. Ils se mettent là-bas pour travailler quand ils ont des heures creuses. D'ailleurs, les heures creuses sont exploitées actuellement. C'est ça, c'est le problème de temps aussi. Maintenant, les professeurs aussi se dépêchent pour finir le reste du programme. Bon, tout ça, ça fait que, bon, en tout cas, les élèves sont actuellement coincés. Quant au respect des mesures de prévention contre la Covid-19, ces établissements ont bénéficié de l'aide du gouvernement qui les ont dotés de lave-mains, de savon et de masques de protection. Seul bémol, le non-respect des mesures de distanciation sociale dans certains établissements où le nombre d'élèves par classe est largement supérieur à la moyenne. Nous sommes de plein pied dans la saison hivernale au Burkina Faso et cette année, les services de météorologie annoncent de fortes pluies sur la majeure partie du pays. Ces précipitations abondantes peuvent créer d'énormes dégâts chez les producteurs, les éleveurs et chez les populations habitant les zones inondables. L'Agence nationale de la météorologie, dans ses prévisions, donne l'alerte et quelques conseils à travers son chef d'application météorologique que Benjamin Kwame a rencontré. Voici pour vous la synthèse de ces échanges. L'ANAM, l'Agence nationale de la météorologie, a en son sein plusieurs services. Au service des applications météorologiques, l'on élabore des produits intervenant dans le domaine agricole pour les dates de semis et fin de saison. L'on élabore aussi des produits pour un probable port de sécheresse. Le service fait également des prévisions sur de possibles pluies qu'il pourrait y avoir sur une période donnée. Sur ce dernier point, il est annoncé de fortes pluies sur une grande partie du territoire burkinabé. Pour notre pays, ces prévisions que nous avons élaborées au niveau national indiquaient qu'on allait assister à une installation précoce à tendance normale de la saison, voilà, sur l'ensemble de notre pays. Et également, ces prévisions indiquaient que pour la période juin, juillet, août, on allait avoir une situation pluviométrique excédentaire à tendance normale. Ces prévisions se font en termes de moyenne et des villes comme Ouagadougou ou encore Dori vont connaître ces fortes précipitations. Pour la majeure partie de notre pays, n'est-ce pas, on va assister à des précipitations dont la quantité serait supérieure donc à la moyenne. Donc, si vous prenez le cas de Ouagadougou, de Dori, de Waïguia, de Fada, de Dédougou, toutes ces zones, on pourrait s'attendre à des quantités de pluie qui seront supérieures donc à cette moyenne. Sinon, dans le pire des cas, elles pourraient être égales à cette moyenne. Exception faite de la zone Gawa, n'est-ce pas, Kamti, où les prévisions indiquent qu'on pourrait avoir une situation pluviométrique qui serait normale. Déjà, des situations d'inondation sont observées dans certaines localités comme à Kongoussi, le plus récent, où d'énormes dégâts ont pu être observés. Pour éviter de nouveau des situations pareilles dans les autres localités, l'ANAM donne quelques conseils aux producteurs et à la population en général. On demandait aux populations de ne pas occuper surtout les zones inondables, aussi bien pour les cultures que pour les habitations. On a eu également à suggérer aux responsables, aux autorités, ainsi qu'aux ONG et autres, en tout cas de prendre les dispositions nécessaires, en tout cas pour sensibiliser les populations à ne pas donc occuper ces zones qui sont fortement inondables. Et également, nous avons eu à conseiller aux producteurs de ne pas, par exemple, les zones qui
ou qui sont sujettes souvent à des inondations, de ne pas y planter par exemple des cultures comme le maïs, mais de privilégier des cultures qui aiment l'eau, comme par exemple le riz, ainsi de suite. Et également, pour les éleveurs, nous leur avons dit de vacciner les animaux dès l'entrée de la saison agricole, à cause donc de la forte humidité qui pourrait prévaloir. Et aussi, nous leur avons conseillé de déplacer surtout les enclos des animaux vers les endroits un peu en hauteur, pour éviter en tout cas certaines maladies qui pourraient en tout cas survenir au cours de la saison agricole. À l'ANAM, les prévisions sur des vents sont aussi faites. Mais le constat selon Grégoire Baki est que les populations ne s'intéressent pas aux bulletins météorologiques qui préviennent les conditions pluviométriques. Invite est donc lancé à tous. Malheureusement, la population ne suit pas les bulletins d'information qui passent à la télé. Je voudrais profiter de votre micro pour en tout cas inviter l'ensemble des usagers, surtout la population, en tout cas à bien suivre les informations, parce que ça peut beaucoup les aider. Si par exemple vous prenez le cas d'un producteur qui devrait aller appliquer son engrais et qu'au cours donc de la diffusion du bulletin du soir, il se rend compte que demain dans la matinée ou au cours de la journée, il y a de fortes probabilités que des précipitations se produisent. Donc au lieu d'aller appliquer son engrais qui serait par la suite lessivé par le jet de ruissellement, il va sursoir à cela. Et cela pourrait lui permettre en tout cas de sauver son engrais. Il faut savoir également que toutes ces prévisions saisonnières ont été élaborées dans le mois d'avril en collaboration avec le Centre régional Agrimet et l'ACMAD, le Centre africain pour les applications de météorologie au développement basé au Niger. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure, pour un autre bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.